Caroline, bonjour. Bonjour Bruno. Je suis super content de te voir, de te revoir, parce qu'en fait on se connaît depuis plusieurs années. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ce que tu fais. Moi je t'ai connu au travers de ce que tu fais pour Natural Step. C'est quoi ton histoire ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Alors mon histoire, elle a commencé il y a très longtemps, c'était en 6e. J'ai eu un cours sur la tectonique des plaques. Et donc voilà, je suis partie dans cette recherche et dans ce désir d'apprendre comment est-ce que la Terre est vivante. Et donc j'ai fait géologie. Et après, je suis un peu tombée de ma chaise parce qu'en géologie à l'époque, c'était surtout la recherche pétrolière. Ah oui. Et donc là, ça m'a que très modérément intéressée. Et donc par le fil des hasards, je me suis retrouvée à faire une thèse en gestion et traitement des déchets. Donc des gros déchets bien industriels, bien voilà. Donc voilà, j'ai fait ce travail avec l'idée effectivement d'être à la pointe sur un sujet, ce qui était une recommandation d'un collègue quand j'ai fait de la géologie. Et ensuite, je suis partie en Angleterre faire un postdoc toujours sur les déchets. Et là, j'avoue que j'ai atteint mes limites en termes de capacité à m'occuper des déchets. Et j'ai eu la chance en fait d'être dans l'université où il y avait Tim Jackson qui était en train de développer sa chaire de développement durable, qui organisait des petites rencontres le vendredi midi avec des tas de gens qui faisaient des trucs super intéressants. Et donc c'est là où je me suis dit, non mais en fait... pourquoi m'occuper des déchets ? Alors attends, peut-être que tout le monde ne connaît pas Tim Jackson. Tim Jackson, c'est qui ? Tim Jackson, alors maintenant il est relativement connu puisqu'il a écrit un rapport qui s'appelle Prospérité sans croissance, il y a déjà bien 5-6 ans. Mais voilà, à l'époque, il était juste en train de démarrer sa chaire, c'était à l'université de Surrey, où il est toujours d'ailleurs aujourd'hui, toujours sur ces sujets effectivement de développement durable. Et le lien que j'ai fait, moi, c'était de dire, avec les déchets, je suis complètement en aval. Et donc, avec le développement durable, je peux reprendre la question complètement en amont. Donc, tu vas l'écouter, et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas le vendredi, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'entends parler d'une expérience, à l'époque, qui était le Beddington Zero Energy Development, qui était en train d'être construit. Attends, redis-nous ça, c'est le... BEDZ. Au sud de Londres. Donc il y a un développement qui a été fait d'appartements en disant on va le faire avec que des matériaux qu'on va pouvoir trouver au local et puis surtout faire en sorte que les gens qui vont vivre dedans vont pas surconsommer l'énergie, de l'eau et tout ça quoi. Et donc j'ai fait un petit stage chez eux à cette époque-là, vers 2000-2001 et surtout j'ai aussi entendu parler à ce moment-là de Forum for the Future, qui est une grosse ONG anglaise qui travaille avec les entreprises et les collectivités et qui historiquement a été développée par des activistes green, mais qui ont réalisé au bout d'un moment qu'ils ne pouvaient pas être systématiquement contre, qu'il allait falloir travailler avec la société dans ses différentes dimensions pour faire avancer ce sujet qu'est le développement durable. Et donc après les avoir observés un petit moment, j'ai osé postuler. Et donc j'ai pu rejoindre comme ça le Sustainable Economy Programme, où j'ai encore travaillé sur les déchets, mais là plus dans la version flux de matière au travers de l'économie anglaise. Et c'est dans cette organisation-là que j'ai découvert la démarche Natural Step en fait. D'accord. Alors c'est quoi ? C'est quoi Natural Step ? Natural Step, c'est une démarche qui a été développée en Suède à la fin des années 80. Donc maintenant on commence à avoir une histoire. Et qui a comme intention en fait de donner un langage commun pour parler de ce truc un petit peu compliqué à appréhender qu'est le développement durable. Et dans l'histoire, là, c'est intéressant parce que ça a été développé au départ par un cancérologue qui s'est dit mais quand on a une personne qui est malade, on arrive à faire travailler plein de gens, la société va s'organiser, les familles, les amis, pour résoudre un problème qui est finalement relativement confiné, assez facile à appréhender. Et pourtant, les mêmes personnes, tout au long de leur quotidien, elles vont avoir des comportements, des choix de mode de vie qui va dégrader l'environnement. Et donc, il en a conclu que ce n'était pas une histoire de mauvaise volonté, mais une difficulté à appréhender qu'est-ce que c'est que ce truc, le développement durable. Et étant scientifique, il s'est dit, mais on a aussi une responsabilité en tant que scientifique, non seulement de batailler sur le détail de qu'est-ce qui ne va pas, et ça c'est le problème, ça c'est le problème ou pas,
mais aussi de proposer un langage qui permette à tout un chacun, expert, non expert, ou chacun dans ses domaines d'expertise, de pouvoir discuter ensemble de ce sujet et de cet enjeu qu'est le développement durable. Et ça a commencé dans les années 80. Ouais. Donc il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans. Et donc, ça va faire 30 ans. Et là, il a donc écrit une première version de la démarche, qu'il a bien sûr proposée. Comment il s'appelle ? Donc c'est Karl-Henrik Robert, et qui va fêter ses 70 ans cette année. Je voyais des vidéos là, de lui, il est toujours actif et acteur de ce mouvement. Mais pas que, parce qu'il a pas, c'est pas quelqu'un qui l'a joué en solo, c'est quelqu'un effectivement qui dès le départ a eu cette intelligence de dire ok, j'ai écrit une première version et je la fais lire à d'autres scientifiques qui bien sûr vont chercher l'erreur, amender. Donc il y a eu 21 versions comme ça qui ont été revues, corrigées et sur lesquelles les gens se sont mis d'accord et qui aujourd'hui encore tient la route en fait, c'est ça qui est intéressant. Et en parallèle, il est allé voir la télévision, le roi de Sud, le groupe ABBA, les industriels en disant moi les scientifiques... Le groupe ABBA, les chanteurs. Yes. Il y a un disque qui a été produit autour de, pour soutenir cette démarche-là. Voilà, à l'époque. Alors sauf que tout est en suédois, quoi. Donc là, t'as un petit problème de langage, quoi. Mais ça fait qu'effectivement, son postulat, ça a été de dire si on réussit, est-ce que vous voulez bien monter dans le bateau ? Et franchement, quand on te propose de monter dans le bateau, si ça marche, tu en général acceptes. Et donc 9 mois après avoir eu cette idée, cette démarche a été présentée en prime time à la télévision suédoise sous le patronage du roi de Suède. Alors nous, ça nous fait un petit peu ricaner en France, mais le roi de Suède, c'est quand même quelque chose pour les Suédois. Et tous les foyers suédois ont reçu un livret et une cassette audio qui explique cette démarche. Donc il y a encore des gens qui ont leur petite cassette, comme ça n'existe plus aujourd'hui, qui racontent les clés de cette manière de penser le développement durable pour que tout un chacun puisse se l'appréhender et enclencher du coup des choix en fait, parce que c'est ça. Alors c'était quoi les messages clés à l'époque ? Alors les messages clés en fait, y a plusieurs éléments. Le premier élément qui est de se connecter à la réalité de l'enjeu du développement durable, qui est exprimé sous la forme d'une métaphore et qui est représentée sous forme d'entonnoir. Et en fait, la lecture de l'entonnoir, c'est de dire, voilà, on a une diminution de la quantité et de la qualité des ressources naturelles et une augmentation de la population dont la demande en ressources augmente. Et donc, ça fait une diminution de la marge de manœuvre. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais donc ça, avec cette représentation-là, c'est pas de jouer à Madame Irma en disant, c'est fini dans 2 siècles, dans 3 semaines, mais c'est plutôt de se dire, on a quand même fait beaucoup de progrès, puisqu'on a pris conscience quand même des enjeux, on a régulé des choses, et pourtant, on a encore une diminution de la marge de manœuvre. Donc la lecture de cet entonnoir, vraiment là où il faut l'entendre, c'est de se dire, ça veut dire qu'il y a des bugs dans nos modes de raisonnement, il y a des trucs qu'on n'a pas compris dans le terrain de jeu dans lequel on joue, qui fait que bien qu'on améliore, on est en fait en train plutôt de mettre des pansements que d'avoir vraiment recompris quel est le terrain de jeu pour vraiment jouer dans ce terrain de jeu, dans cet écosystème qu'est la Terre, quoi. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est vraiment, je pense, une représentation qui est vraiment importante à avoir. Et après, ça s'inscrit dans la manière de penser de ce que propose cette démarche, qui est de dire, du coup, faut trouver la sortie de l'entonnoir. Et là, en fait, effectivement, à quoi vont ressembler des sociétés durables ? Parce que l'idée, c'est soit on est tout le temps en train de réagir par rapport aux problèmes, et donc la métaphore que je donne par rapport à ça, c'est de dire, pour sortir de la pièce, il y a 2 solutions, c'est soit je vois où est la porte, donc où est la sortie de l'entonnoir, et je vais naviguer dans ce sens-là, ou je vais dire, je me lève, et je marche en ligne droite, et chaque fois que je rencontre un obstacle, je change de direction. Mais c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on développe des réponses à nos besoins en tant que société, et comme on n'a pas compris quel est le terrain de jeu, on se prend la tête dans les parois de l'entonnoir. Et là, avec notre super créativité humaine, on voit un problème, donc on le résout. Mais comme on n'a toujours pas compris quel était le terrain de jeu, en fait, on passe de la peste au choléra, on passe d'un obstacle à un autre. Alors que là, la proposition, elle est complètement décalée, puisqu'on n'est plus en réaction par rapport aux impacts au fur et à mesure où ils se révèlent. On va être plutôt dans, ok, c'est quoi le futur souhaité ? Quels sont les principes nécessaires à des sociétés durables ? Et là, c'est ce décalage aussi, c'est de dire, on va partir de là, on va s'inscrire dans ce futur souhaité, défini par des principes. Alors, on pourra revenir sur les principes. Je ne pense pas que je vais les présenter comme ça directement, parce qu'ils sont un peu arides, et en même temps, ils ne sont que 4. Attends, si, moi, je ne résiste pas. Donc, en quelques mots, c'est quoi ces 4 principes arides ?
En fait, ce qu'il faut voir, c'est surtout la logique par laquelle ils ont été développés. Et ça, à nouveau, là, c'est intéressant parce que c'est de se dire, quand la baignoire déborde, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, dans nos sociétés, aujourd'hui, on est plutôt en train de dire, on va aller éponger à droite, à gauche. Alors que là, la proposition, c'est de savoir où sont les robinets. Donc, c'est pas parce que tu sais où sont les robinets que tu sais fermer les robinets. Mais en tout cas, tu sais où est la question. Et donc là, les principes, la manière dont ils ont été définis, c'est de se dire, ok, à nouveau, on ne va pas avoir ce regard aval, on va aller chercher à l'amont, à la source, se dire, dans la planète Terre, il y a un système qui est dynamique et qui génère de la matière qui est utile et structurée. Et puis nous, on arrive dans ce système, et en fait, depuis 200 ans, on ne fait que créer plus de désordre, parce que quand on a créé des beaux objets comme des téléphones portables, oui, c'est très organisé cette matière, mais pour créer quelques grammes de matière organisée, on a créé 200 kilos de matière dispersée, quoi. Et donc là, la proposition, c'est de dire, ok, nous, on interagit avec le système, et il y a 4 manières d'interagir avec le système qui sont ces 4 robinets. Donc la première façon, c'est que dans des sociétés durables, on augmente de manière systématique la concentration dans la biosphère, donc la tranche de vie qui nous intéresse, de substances extraites de la croûte terrestre. Donc c'est tout ce qui concerne métaux, minerais, hydrocarbures. Et c'est pas de dire dans des sociétés durables, on ne pourra plus utiliser de plomb, mais dans des sociétés durables, le décalage qui existe aujourd'hui, c'est que par l'activité humaine, on génère des flux de plomb qui sont 24 fois supérieurs à ce que la nature sait gérer. Donc forcément, ça génère des accumulations qui vont avoir des effets de seuil avec des conséquences qui vont être diverses et variées. Et donc là, on commence à avoir l'intérêt de dire, avoir une idée du robinet à fermer plutôt que d'essayer d'identifier quels sont les milliers d'impacts qui vont être générés par cette augmentation systématique de la dose de cette substance dans la biosphère. Donc ça, le premier robinet... Premier principe, en une phrase, c'est quoi ? C'est tout ce qui concerne les substances extraites de la croûte terrestre. Donc c'est limiter l'augmentation de la concentration de ces substances dans la biosphère. Donc limiter la concentration des substances extraites de la Terre dans la biosphère, là où on vit. Ok, très clair. Parce que la nature a mis des millions d'années à mettre ça sous terre et nous... On va beaucoup plus vite. Voilà. Deuxième façon de se créer des problèmes, c'est toutes les substances qui sont générées par la société. Alors ça peut être des substances qui existent naturellement, type CO2, mais sauf que nous, on arrive à en générer des quantités astronomiques avec effectivement tout ce qui est hydrocarbures, et ou les substances que l'on produit en fait, les substances que l'on invente. Toute la chimie aujourd'hui, c'est génial, mais effectivement, c'est des substances, alors il y en a celles qui se dégradent rapidement, donc tout va bien, et puis il y a toutes celles qui s'accumulent, qui se bioaccumulent. L'exemple qu'on connaît le plus, c'est les CFC, où effectivement, on crée une molécule qui répond à un besoin qu'on considère comme étant génial. Le gars qui a inventé cette molécule, il a failli recevoir un prix Nobel. Et après, 30 ans plus tard, on se rend compte que l'accumulation de cette substance dans la biosphère va dégrader la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, c'est ce qui nous empêche d'être cuit comme un œuf. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas de dire on ne veut pas de CFC dans la société, mais dans la manière dont on va utiliser les CFC, de faire en sorte qu'elles ne se dispersent pas dans l'environnement. Et là, ça renvoie la balle dans le camp de la chimie, en disant, oui, bien sûr, la chimie fera partie des sociétés durables, mais après, comment est-ce qu'on invente une chimie qui ne va pas justement générer ces impacts ? Et donc après, on voit effectivement toutes les réglementations et toute l'idée de la chimie verte qui, au lieu d'essayer d'imaginer quelles pourraient être toutes les conséquences de toutes les molécules concrètes, qui est genre un regard vers l'aval, qui est impossible à imaginer, et plutôt de penser des chimies qui s'inscrivent dans ces 4 principes, quoi. Et là, on a travaillé... Alors, deuxième principe, en une phrase. Arrêter d'augmenter la dispersion dans la biosphère de substances produites par la société. Créées par nous. Voilà. Très clair. Par l'activité humaine. Troisième façon de se créer des problèmes, c'est la dégradation par des moyens physiques. Donc, ça peut être l'étalement urbain, auquel on ne pense pas si souvent que ça, mais en France, c'est l'équivalent d'un département qui se retrouve tous les 10 ans pris par des constructions ou l'étalement urbain. Après, c'est tout ce qui est surpêche, c'est tout ce qui est... En fait, ça peut être les ressources renouvelables, mais qui sont
prises à une telle vitesse qu'elles n'ont pas le temps de se renouveler, ou c'est des ressources type carrière, ressources aquifères qui peuvent être effectivement surexploitées, qui n'ont pas le temps de se renouveler. Donc ça, c'est vraiment j'allais dire un encroachment, mais c'est une attaque physique en fait de ce type de ressources. Et le quatrième principe qui a d'ailleurs... Donc le troisième principe, c'est on limite la dégradation physique. La dégradation physique des ressources. Ok, très clair. Quatrième principe qui est en train d'évoluer d'ailleurs aujourd'hui, mais du coup moi je vais le résumer dans la manière dont on l'a utilisé jusqu'à présent, c'est de permettre à l'ensemble des individus de subvenir à leurs besoins. Et là, quand on dit ça, c'est pas la société des bisounours où on a pris tout le monde par la main, mais c'est une société dans laquelle on n'abuse pas d'un pouvoir politique, économique ou environnemental qui fait que l'on empêche un individu ou un groupe d'individus de subvenir à leurs besoins. Et là, alors, le détour par rapport à ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on travaille avec les travaux de Manfred Maxniff sur les besoins humains fondamentaux. Et en fait, ce qui est intéressant dans la manière dont ce monsieur parle des besoins, c'est qu'il va avoir identifié 9 besoins humains. Et on n'est pas dans un scénario en pyramide, en fait. C'est-à-dire, on ne dit pas, une fois que tu as mangé, tu vas pouvoir être spirituel. Là, c'est vraiment le besoin de subsistance et considéré à équivalence du besoin de participation, d'affection, de protection. Il y en a 9. Et là aussi... Redis-nous le nom de l'auteur. C'est Manfred Maxniff. Manfred Maxniff. Voilà, qui est un économiste chilien et qui a travaillé beaucoup sur l'Amérique latine et dont les travaux sont vraiment trop peu publiés. Et il y a quelques bouquins sur ses travaux en anglais. Mais du coup, il propose 9 besoins humains fondamentaux à considérer de manière systémique. Et après, en fait, toute la journée, toi, quand tu subviens à tes besoins, tu vas faire des arbitrages. C'est-à-dire que tu vas choisir de peut-être moins subvenir à ton besoin de protection pour plus de participation. Enfin, et en fait, quand on regarde, toute la journée, on n'arrête pas de faire ça. Donc en fait, on fait ces arbitrages. Et là où c'est vraiment pertinent par rapport à cette question du développement durable, c'est que souvent, on est en train d'essayer de faire des distinctions entre les désirs, les envies, les besoins fondamentaux. Et là, du coup, c'est tout de suite très compliqué comme conversation, parce que toi, tu vas dire « Ah mais non, moi, c'est pas un désir, c'est un besoin humain fondamental. » Et là, en fait, avec ça, en fait, il déconnecte le besoin et la manière de satisfaire les besoins. Et donc, en fonction de où est-ce que tu es dans la société et quelle culture même, la manière dont une nation va décider de satisfaire un type de besoin, elle va te faire différents types de propositions. Donc en fait, tu vas avoir plein de stratégies possibles, et donc ça fait que tu peux complètement te détendre par rapport au fait que le développement durable n'est pas en train de te dire que tu vas devoir renoncer à satisfaire certains besoins. Le développement durable va te proposer de satisfaire différemment tes besoins. Et ça, 4e principe en une phrase. Ne pas empêcher les individus de subvenir à leurs besoins. Très clair. Alors si on revient à ton histoire, toi tu découvres tout ça, tu es à Londres à ce moment-là, tu découvres tout ça, et là qu'est-ce qui se passe ? Et là au départ je me dis, sympa leur démarche, mais elle est un peu simpliste, je vois pas trop l'intérêt. La démarche s'appelle, excuse-moi, déjà Natural Step, ça avait déjà ce nom-là à l'époque. Bien sûr, parce que moi j'ai découvert ça en Angleterre, on était en 2001. Et donc il y avait déjà une histoire de 13-14 ans en fait, puisque c'est 1988 le début. Mais juste si je finis sur la démarche, parce qu'en fait il y a cette histoire d'entonnoir, cette histoire de futur souhaité, définie par ces 4 principes, et en fait la clé après, là où ça devient stratégique, c'est qu'en fait au lieu de réfléchir au fur et à mesure de là où tu en es aujourd'hui, tu vas te mettre dans ce futur, avec cette paire de lunettes des 4 principes, et tu vas faire ce qu'on appelle du backcasting, c'est-à-dire que tu vas regarder le présent à partir du futur. Et donc là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tu vas voir tous les problèmes que tout le monde voit, ça c'est quand même le minimum, et tous les problèmes qui sont dans les tuyaux. Et donc ça veut dire que toi, quand tu vas faire des choix sur quel chemin tu vas adopter pour trouver la sortie, tu vas avoir une clé de lecture qui va te permettre d'éviter des écueils en fait. Donc là, tu as vraiment une boussole, tu n'es plus dans la navigation à vue, tu n'es plus à régler les problèmes là où ça vient, quoi. Et c'est là où il y a vraiment une richesse. Et donc après dans les retours d'expérience d'entreprise, d'adopter cette clé te permet d'éliminer des choix, de faire des choix, de consolider des choix, et ça c'est vraiment intéressant, quoi.
Alors toi, dans tout ça, comment t'accroches à ce truc-là et qu'est-ce que t'en fais? Et ben moi, dans tout ça, du coup, j'ai eu l'opportunité, quand j'étais à Forum for the Future, de travailler sur un projet qui utilisait cette démarche-là. Et ça m'a permis donc de commencer à comprendre en fait la logique et la mécanique, et qu'en fait que ce truc qui paraissait assez simpliste en fait a une vraie puissance. Et donc après moi j'ai décidé pour des raisons personnelles de revenir vivre en France et de tenter de porter cette démarche en fait. Donc je suis allée le voir en Suède, au Japon, au Canada, en disant qui fait quoi, parce que finalement ça s'était étendu dans plusieurs pays. Et donc d'essayer de comprendre comment est-ce que je pouvais mettre ça en place en France. Et en France, ça n'existait pas, personne ne connaissait. En France, ça n'existait pas. Certaines personnes connaissaient, mais on avait pris un petit bout ici, un petit bout là. Et puis on n'était pas à l'époque en France où on était vraiment déjà en train de dire « Ok, on va faire des stratégies ». Parce que finalement, là, l'idée, c'est de vraiment intégrer la perspective développement durable dans le cœur de métier. Donc c'est vraiment à ça que ça sert. Donc c'est pas de faire un petit peu de verre autour, c'est vraiment d'aller au fond de l'activité et de se dire je réponds à un besoin parce que j'existe, et du coup j'avais pas compris forcément le terrain de jeu, donc j'ai des réponses, quand on revient sur mon Fred Maxif, de qualité plutôt destructive, et donc le challenge c'est comment est-ce que je fais remonter mes qualités de réponse vers des qualités de réponse synergiques, quoi. Et donc on a fini par donc j'ai rencontré à ce moment-là quelqu'un qui revenait de Suède, justement, qui avait fait le master, parce qu'il y a un master qui existe en Suède depuis quelques années. Et on a monté Natural Step France. Donc ça a été une aventure d'une petite dizaine d'années. Et on a travaillé beaucoup, en fait, d'abord avec des PME. Et en fait, le travail qu'on a fait avec des PME, c'est moi, j'ai du coup travaillé avec Natural Step National sur justement l'industrie de la chimie et les filières entières de l'industrie de la chimie qui se sont mises en route là-dedans. Et donc de modéliser le travail qui a été fait avec ces grosses boîtes sur plusieurs années, dans un scénario de comment est-ce qu'on peut faire ça à des PME en 6-8 mois, quoi. Et là, on a vraiment eu un impact et des choses vraiment intéressantes qui se sont passées. L'idée, c'était de dire on prend 10-15 entreprises d'un territoire. Comme ça, une fois qu'on est passé avec eux, ils ont aussi une intelligence collective qui s'est mise en place et ils ont commencé à mouliner avec cette démarche. Et après, c'est à eux, parce que c'est pas parce que tu as trouvé ton fil d'Ariane que tu es arrivé au bout, mais déjà, tu peux le faire ensemble. Donc on travaillait en fait dans chaque entreprise et en inter-entreprise pour justement qu'ils s'approprient en fait cette logique-là, de dire l'entonnoir, le futur souhaité, les 4 principes, je regarde mon système, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je mets en route, et ça ça a permis effectivement à les entreprises de complètement repenser en fait même parce que finalement dans une PME souvent t'as pas la stratégie qui est forcément écrite, donc là on pouvait écrire la stratégie en intégrant directement cette perspective développement durable dedans, quoi. Alors est-ce que tu as un exemple, sans forcément donner le nom de l'entreprise, mais d'une entreprise qui a mis en place ça, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce que ça leur a apporté, quelles difficultés ils ont rencontrées? Alors j'ai même envie de la citer parce qu'en fait c'est une grosse PME, comme on dit en France, puisqu'il y a 650 collaborateurs. Il s'agit du groupe Millet, qui fait des portes et des fenêtres sur mesure, qui a été mon premier client en France, puisqu'on a démarré avec eux en 2005. C'était une situation d'entreprise familiale, et donc au moment où il y a une transmission entre le père et le fils donc à peine la trentaine, qui dit « Ok, moi je veux bien reprendre les rênes de l'entreprise, mais j'ai besoin d'intégrer un certain nombre de valeurs, et notamment ces clés du développement durable, quoi. » Et donc dans un premier temps, il a travaillé tout seul en disant je suis dirigeant, j'ai des idées, j'y vais. Et puis il a été confronté en fait à une réaction de la part de ses collaborateurs qui ont dit oui, mais du coup on se retrouve avec un dirigeant militant, dans le sens où super toutes ces idées, mais quid de l'entreprise, avec une petite angoisse en fait. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, et lui en fait sa demande c'était de dire ok, donc comment est-ce que je fais devenir cette intention de mettre le développement durable au cœur de l'entreprise une réalité, et même si je suis dirigeant, d'avoir plutôt 650 personnes qui rament dans le même sens que moi qui finalement me trouve confrontée à mes collaborateurs. Et donc on a travaillé avec eux,
Et donc, comme il y avait une appétence, ça s'est vite mis en place. La première clé, en fait, eux, ils ont réécrit leur vision en inscrivant directement cette clé du développement durable dedans. Et elle est intéressante, leur vision, parce qu'effectivement, on est finalement sur une production industrielle de portes et de fenêtres. Et finalement, ils ont écrit qu'ils participent à l'habitat, donc on prend quelque chose de beaucoup plus large, sur l'ensemble du cycle de vie. Donc je ne suis pas juste concernée par ce qui se passe dans mon entreprise, je vais voir d'où viennent les matériaux et qu'est-ce qui se passe une fois que les fenêtres sont posées et puis qu'elles finissent leur vie. Et puis après, ils ont joué sur les mots, mais c'est pas anecdotique puisqu'ils n'ont pas parlé de portes et de fenêtres, ils ont parlé d'ouverture et de fermeture. Et là, on peut vraiment sentir l'impact pour eux, parce qu'effectivement, c'est dire soit je vends des radiateurs, soit je vends du confort thermique. Et ça peut paraître plus compliqué sur des portes et des fenêtres, mais on voit derrière maintenant dans leur histoire qu'ils ont pu enclencher d'autres projets parce qu'ils se sont désolidarisés quelque part de l'objet, quoi. Alors toi qui étais au départ de leur aventure, des années après, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi, non pas la fin de l'histoire, j'espère qu'elle n'est pas finie, mais c'est quoi l'histoire plus tard? Alors l'histoire plus tard, c'est que ils ont mis en place des centaines d'actions. Donc des petits pas, plein de petits pas, bien sûr, et puis aussi des grands pas, c'est-à-dire qu'ils ont identifié au regard des 4 principes quels étaient les défis que devait relever cette entreprise, en lien avec aussi leur vision qui s'inscrit dans les 4 principes. Et à partir de là, par exemple, ils ont mis en place tout de suite ce qu'ils ont appelé l'éco-retour, c'est-à-dire que 80% de leur marché, c'est des portes et des fenêtres qui sont remplacées, et donc où est-ce qu'ils vont ? Sachant que eux, c'est pas les poseurs, ils produisent et derrière il y a des gens qui posent, qui vendent. Et donc là, ils ont décidé de récupérer toutes les fenêtres qui remplaçaient. Alors là, ça a créé un petit moment de couac dans l'entreprise parce que du coup, ils ont récupéré plein de choses très différentes en se disant ok, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Et ils ont réussi vraiment à créer différentes filières. Donc à la fois pour le PVC, puisqu'ils ont réussi à recréer en fait des granulés de PVC qui leur permettent de reprendre des cadres. Ils ont aussi, par exemple, pour tout ce qui était des portes et des fenêtres en bois, réussi à réutiliser directement en valorisation matière et pas en valorisation juste énergie le bois en travaillant avec une entreprise de design de Nantes qui fait qu'aujourd'hui, tu as des petits sièges, des petits tabourets qui reprennent en fait les moulures de bois directement. Donc ça fait des objets alors qui repartent après à l'autre bout du monde parce que du coup c'est des objets design. Après ils se sont posé la question de dire on fait des super fenêtres triple vitrage, mais ça sert à quoi si la maison dans laquelle ça va être posé n'est pas isolée de manière adéquate, par exemple au plafond. Donc en fait là ils ont travaillé avec les poseurs en disant faites plutôt un bilan thermique rapide de la maison et que les gens ne surinvestissent pas dans une fenêtre qui finalement ne va pas leur apporter le confort thermique qu'ils cherchent, quoi. Plutôt d'acheter une fenêtre un petit peu moins sophistiquée et peut-être de mettre un peu d'argent dans l'isolation du toit. Donc là on voit que quelque part ils desservent leur intérêt économique direct pour servir quelque chose qui est un petit peu plus ambitieux que ça. Et après, ils sont même allés, du coup, confrontés aux éco-retours, donc plein de matériaux bien collés ensemble. Et c'est vrai que moi, je leur avais parlé du biomimétisme en disant, vous avez entendu parler de cette idée de s'inspirer de la nature, et notamment d'avoir des matériaux qui collent, qui tiennent bien ensemble quand ils tiennent bien ensemble, quand on en a besoin, mais au moment où tu as besoin de tout démonter, que tu puisses bien récupérer, séparer les matériaux. Et enfin, cette idée, ils l'ont entendue assez vite, puisqu'en 2009, ils ont eu un prix d'innovation à Batimat avec une gamme de fenêtres, où ils ont finalement assemblé plein de matériaux différents, mais tout est basé sur le système de clip. Donc, en fait, ils se sont facilité le travail pour quand est-ce qu'ils récupéreront ces fenêtres dans 30 ans ou dans 40 ans. Donc, l'entreprise va bien aujourd'hui, ils sont contents Ils sont intéressants parce qu'en fait, ils peuvent pas arrêter en fait, ces développements, puisqu'ils ont vu comment est-ce que finalement on peut créer du... Alors ce que j'entends dans cet exemple, c'est que c'est pas repeindre les chaises en verre ou mettre un bassin avec de l'eau propre devant l'usine, c'est véritablement une vision stratégique de l'entreprise. Complètement. Effectivement, c'est vraiment... c'est pas considérer le développement durable comme un truc à la périphérie qu'il faut traiter quand on a le temps. C'est vraiment se dire, ok, on change de paire de lunettes, on se donne les moyens de lire le monde de manière différente et vraiment d'arrêter
de continuer à créer des problèmes en créant des solutions, quoi. Et donc on réouvre les options en fait. Et là on voit avec eux, ils n'arrêtent pas de réouvrir les options, quoi. Et on n'est pas sur un scénario où tu dois faire un choix économique ou environnemental. Et je trouve que c'est ça qu'aujourd'hui on devrait réussir à capter en fait en tant que société, de dire trouver ces synergies. Alors justement, ça nous amène à aujourd'hui, à la fois toi et quelle est ta vision à la fois de ce type de démarche, de Natural Step ou de la vision du développement durable stratégique ou développement durable tout court. Tu fais partie des gens qui ont plus de 15 ans d'observation et de vivre ça au cœur. Comment tu vois ça évoluer ? Est-ce que tu as l'impression que ça s'est répandu ? Est-ce que tu as l'impression que ça n'a pas beaucoup bougé depuis 15 ans ou depuis 30 ans ? C'est quoi ta vision ? En fait, je trouve que pour moi, ce que je vois, c'est que je trouve que ça avance pas assez vite. Et je trouve ça dommage que ce type de démarche, par exemple, qui est extrêmement structurante, ne soit pas plus connu, en fait, et qu'on soit encore beaucoup dans des outils qui résolvent des problèmes à certains endroits. Là, il y a eu plein de publications qui ont été faites, parce que finalement, cette démarche, elle ne se propose pas d'être mieux que les autres, mais elle propose de donner un cadre, en fait. Et il y a eu quelques publications et des travaux en fait, qui font le lien, par exemple, cette démarche avec l'analyse de cycle de vie, avec le design thinking, avec le business, le development. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que si on s'inscrit dans ces 4 principes, après, on peut coupler, par exemple, avec de l'innovation. Et c'est vrai que moi, je trouve ça délirant aujourd'hui qu'on soit encore en train de faire de l'innovation sans chercher à dire « Ok, c'est quoi les clés du durable et du non-durable ?» Parce que faire de l'innovation, on l'a vu sur les panneaux solaires, super, d'énergie renouvelable, mais tu fais ça avec des terres rares. Et les terres rares, elles sont rares. Et puis ça implique une certaine activité minière et compagnie, quoi. Et donc c'est vrai que là, j'ai encore l'impression qu'on n'a pas encore fait ce pas de se connecter au monde dans lequel on vit. On est encore un petit peu comme si on était dans une bulle, quoi. Et moi, j'ai pas d'inquiétude dans le sens où je pense que le jour où on se mettra dans les starting blocks et qu'on décidera de rester sur Terre et de bien vivre sur Terre, on le fera. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on tourne un petit peu autour du pot et qu'on n'arrive pas à prendre le sujet, à décider que c'est un vrai sujet, que c'est pas un sujet à venir après l'emploi, après la croissance, après tout ça. Là, il y a une vraie opportunité de synergie. Je trouve qu'on a tout à inventer, mais dans la bonne version. Et donc, je comprends pas qu'on ne mette pas plus d'énergie à dire ok, trouvons ces synergies, faisons l'innovation. Par exemple, dans l'industrie de la chimie, là, on a bossé avec des boîtes. Maintenant, leur clé qui leur permet de screener quel développement ils font, ils l'inscrivent dans ces 4 principes. Et Electrolux, ça fait des retours. 10 ans après, ils ont appliqué cette démarche, eux, dès 96. Et 10 ans après, ils se sont rendus compte que ça leur avait permis d'économiser des millions, parce que du coup, ils ont d'emblée éliminé certaines options et fait des choix qui paraissaient peut-être un petit peu moins logiques au début, mais sur lesquels, effectivement, ils voyaient que ça allait les emmener vers ces 4 principes, quoi. Alors aujourd'hui, est-ce que tu continues à promouvoir ces démarches ? Est-ce que tu continues à promouvoir auprès d'entreprises, d'institutions ? C'est quoi qui t'anime au quotidien aujourd'hui ? Je suis toujours très très liée à cette démarche. Pour moi, elle est vraiment clé. En fait, c'est vraiment l'architecture de base de tout ce que je peux faire. Aujourd'hui, je travaille plus avec le ministère de l'écologie, en fait, pour aussi introduire cette logique-là, effectivement, dans comment on met en place les politiques publiques, comment on met en place tel ou tel type de réglementation. Donc là, on est plus sur un champ, politique publique. Et c'est vrai que là, je te disais tout à l'heure, je me suis reconnectée à la Suède, à ce qui se fait. Et là, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place en Suède où il y a une dizaine de grosses boîtes suédoises qui ont dit ok, maintenant qu'on l'a fait et qu'on a montré que c'était intéressant pour chacun d'entre nous, on va travailler ensemble pour créer une viralité en fait autour de cette démarche. Parce que ce qu'on a vu sur l'industrie de la chimie, c'était vraiment un effet de cascade en fait. Puisque l'idée, c'est pas de dire vous allez faire comme ça parce que maintenant vous allez être... c'est plutôt de partager un langage en disant nous on a appliqué ça dans notre métier, il y a ce qu'on a pu faire qui dépend directement de notre périmètre, et puis il y a
voilà, tout ce qui dépend de vous, fournisseurs, de vous, clients, de vous, clients. Et on a fait, moi j'ai participé à ça aussi il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans, à des séminaires où on invitait les fournisseurs principaux d'une entreprise accompagnée ou les clients et les clients de clients, en disant, bah voilà, maintenant, est-ce que vous voulez entrer dans la danse en fait ? Et de partager le langage pour que eux arrivent à décliner de manière la plus précise possible dans leur métier. Claire. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que cette démarche est open source, ça c'est un élément qui est vraiment clé, et son petit nom académique c'est le FSSD, le Framework for Strategic Sustainable Development. Et là, dans l'organisation de ces 10 entreprises, ils l'ont appelé le Stepwise Methodology. Donc voilà, il y a plusieurs noms, mais l'idée est toujours la même. Ouais, je mettrai les liens. Et l'enjeu, effectivement, c'est pas d'avoir un regard propriétaire sur cette démarche, c'est plutôt de dire partageons ce langage, et après, de toute façon, l'expertise, elle va venir de la personne qui va savoir le décliner le plus finement possible dans son métier, en fait. Génial. Alors, dernière question. Oui. Tu as un petit garçon, je crois. Oui. Qui a quel âge ? 7 ans. 7 ans. Quel conseil tu lui donnerais à lui ou aux jeunes, moins jeunes peut-être, mais en tout cas à ceux qui sont encore jeunes, et puis peut-être à nous tous aussi, quel conseil tu nous donnerais ? 3 conseils pour être prêt pour le futur, en anglais future-proof, quoi, comme les digital ready ou HD ready. C'est quoi tes 3 conseils au quotidien, ou qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie pour être prêt à envisager le futur ? Peut-être le premier conseil, ça serait de s'ouvrir à la réalité. Peut-être cette dure réalité qu'on n'a peut-être pas envie de voir. Quand même, on a beaucoup de systèmes qui sont très dégradés. Et donc, je pense qu'on a une forme de déni, d'aveuglement, parce que c'est dur à voir. Donc là, moi, j'aurais envie de dire, regardez ça. Et du coup, le deuxième conseil, c'est de se préparer à d'autres manières de voir le monde. Et donc, je pense que vraiment la clé dont j'ai parlé là, c'est vraiment une manière de se reprogrammer vraiment au niveau vision, regarder le monde différemment. Et avec cette paire de lunettes-là, du coup, de se mettre en mouvement. Parce que, en fait, moi, si je suis encore active et enthousiaste, c'est parce que je crois que tout est à inventer et que vraiment, voilà, on est allé sur la Lune, on a décidé et on a mis 10 ans pour y aller. Donc moi, maintenant, j'ai envie de savoir quand est-ce qu'on décide de se mettre dans les starting blocks. Et là, je pense que le jour où on décidera que c'est une vraie opportunité, c'est une vraie clé qui peut résoudre à la fois nos enjeux économiques, sociaux, du bien vivre ensemble, et créer des opportunités vraiment riches humainement et en termes de manière de vivre, de mode de vie, inventer d'autres manières de répondre à nos besoins. Génial. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous regardent et qui ont envie d'en savoir plus, soit sur toi, soit sur la démarche Natural Step, où est-ce qu'ils peuvent trouver plus d'informations ? Alors, il y a le site de Natural Step, je ne sais plus, tu le mettras. Il y a une chaîne vidéo d'un collègue canadien qui présente plein d'éléments de cette démarche-là dans des toutes petites vidéos de 3-4 minutes, qui est hyper éducatif, c'est vraiment intéressant. Et après, moi, je suis preneur de toutes les bonnes volontés, parce que là, j'ai vraiment envie de remonter au créneau. Génial. Et alors, comment les gens peuvent te contacter ou... Par mail ou par téléphone, autour de la coopérative dans laquelle je suis, moi, qui s'appelle Oxalis. Oxalis. Super. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, j'espère à très bientôt.